Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nos discussions ce dimanche matin se feront en trois axes. On parlera du dialogue social au Bénin qui semble, selon les acteurs, les travailleurs et leurs représentants, avoir du plomb dans l'aile. Dans un second temps, on parlera des conditions de vie des travailleurs en mettant l'accent sur certaines catégories parmi eux. Et le troisième axe de nos discussions portera sur l'actualité nationale de façon générale. Pour explorer toutes ces questions sur Zone Franche de ce dimanche, nous avons invité pour vous un syndicaliste, celui-là qu'on ne présente plus, Noël Chadaré. Il est le secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Noël Chadaré, bonjour. Oui, bonjour Franck. Merci d'accepter notre invitation. Dans nos échanges en préparant cette émission, vous m'avez dit que vous revenez d'un très long voyage. Vous étiez à Pékin pour des raisons professionnelles. On était à Pékin dans le cadre du CES, Conseil économique et social. Les CES de l'Afrique ont été invités à Pékin par le Conseil économique et social de la Chine. Donc c'est un partenariat Afrique-Chine. Et donc c'est dans ce cadre que je me suis rendu à Pékin pour prendre part à ces assises. Et bon, je suis rentré hier samedi. Alors, c'est un très long voyage. J'espère que vous y remettez petitement. Oui, ça va. Je suis solide. Hein, je tiens bon. Il n'y a pas d'inquiétude. Et puis l'autre chose qu'on ne dit pas souvent, vous faites du chant. Vous m'avez dit que pendant le week-end, vous passez un bout de votre temps au chant. C'est oui. Par passion pour la subsistance ou c'est pour arrondir les bouts? Il faut dire que c'est une passion. C'est quelque chose que j'apprécie, aller dans la nature. La nature, elle est vraiment très romantique et j'aime bien être dans la nature. Et donc, aller loin de Cotonou pour me retrouver dans un espace où il y a de l'air pur, de qualité. Et n'est-ce pas, le chant, ça a donné un peu à ces travaux champêtres. Et suivre un peu ce qu'on demande à ceux qui sont sur le terrain, sur le chantier de faire, mais c'est une très bonne chose. Hein, s'éloigner pour aller respirer l'air de qualité, n'est-ce pas? Et non rester à Cotonou avec ce que vous avez d'air complètement toxique que vous avez. Voilà. Et bien voilà, je ne suis pas seul. Déstresser un peu. Voilà. Je ne serai pas seul à vous poser des questions. Oui. Ce matin, je suis avec Wahab Alikpara. Wahab, bonjour. Franck Arounou, bonjour. Eh bien, c'est visiblement un amoureux de la nature que nous recevons ce matin. Et comme l'a annoncé Franck, on va aborder plusieurs angles, l'actualité nationale, les conditions de vie des travailleurs, le dialogue social. Alors, Noël Chadaré, bienvenue à nouveau sur le plateau de Zone Franche. Comment se porte la COSI Bénin, cette confédération que vous dirigez? Mais elle va très bien. Elle est une confédération représentative. Elle est de plus en plus sur le terrain. Hein, on la voit dans tout ce qui concerne les travailleurs. Elle porte les problèmes des travailleurs. Elle défend les intérêts des travailleurs. Malgré les restrictions, hein, les difficultés que nous avons avec ces restrictions au niveau des lois qui ont un peu réduit l'exercice du droit syndical, les libertés syndicales, mais la COSI va très bien. Et en tant que secrétaire général, je me porte aussi bien, comme la COSI. Alors, est-ce que ce sont ces restrictions qui font que beaucoup vous font le procès, comme quoi vous êtes quelque peu amorphe, un peu à l'image de certaines formations politiques qui en règle, certes, mais ne sont pas visibles sur le terrain? Et je ne pense pas, parce que vous savez, la confédération qui est la nôtre n'est pas une confédération. J'ai souvent répété cela, que nous ne sommes pas une confédération qui s'aplatit devant un pouvoir quelconque. En même temps, nous ne sommes pas une confédération qui reste dans l'extrémisme. Nous privilégions le dialogue. Le dialogue parce que pour nous, le pouvoir ou le patronat, que ce soit le pouvoir d'hier, d'avant-hier, c'est-à-dire les différents pouvoirs qui sont succédés, ce ne sont pas des adversaires à nous. Ça, il faut que les gens comprennent comme ça. Ils ne sont pas des adversaires, ils sont des partenaires. Et donc, on ne peut négocier quelque chose et aller, conduire cela avec succès qu'avec ceux qui donnent les moyens. Donc, il ne faut pas en faire des ennemis. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne crie pas tout le temps que les gens vont dire qu'on est amorphe. On utilise certains canons, n'est-ce pas, certains moyens, c'est pour aller régler les problèmes des travailleurs. Donc, de façon bilatérale, les problèmes sont réglés avec des ministres. D'accord. Hein, donc, c'est vrai qu'il y a une réalité qu'il y a moins de grèves, mais à des moments donnés où on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on réagit. Vous avez vu le syndicat
des conseillers pédagogiques affiliés à la COSI Bénin, mais le syndicat, il y a de cela quelques semaines, a refusé. Les travailleurs ont refusé. On en parlera tout à l'heure. Alors, vous soulignez... On n'est pas mort, c'est ça que je veux dire. D'accord. Quand il faut taper du poing sur la table, on tape du poing sur la table, mais si on a la possibilité de privilégier le dialogue, mais pourquoi pas ne pas privilégier le dialogue? D'accord. Alors, vous êtes des partenaires avec l'employeur et non des adversaires. D'accord. Et qui est l'antenne. Et non des opposants aussi. D'accord. Parce que nous confondons un peu avec... Nous, on n'aspire pas à devenir, prendre la place du président Talon ou à être député. Nous, on aspire à améliorer. Notre objectif, c'est améliorer les conditions des travailleurs. Et donc, on n'est pas opposant à Talon, opposant comme on ne l'a pas été pour Yahi Boni, qu'on n'a pas été aussi pour les autres présidents qui ont précédé les deux présidents que je viens d'évoquer. D'accord. Entre les partenaires que vous êtes, ce qui devrait se retrouver au centre, c'est bien entendu le dialogue. Voilà. On parle d'ordinaire de dialogue social. Comment se porte ce dialogue-là au Bénin à l'heure actuelle? Et je vous l'ai dit tantôt, et vous avez compris aussi, que le 1er mai dernier, toutes les confédérations refusaient de déposer, n'est-ce pas, le cahier de doléances. Parce qu'on a vu qu'on n'en faisait pas un bon usage. C'était remis et déposé, n'est-ce pas, mis sous le boisseau. Donc, mais depuis un moment, on nous a appelés à 2 reprises, on s'est retrouvés, et puis après c'est terminé. Le dialogue, il est un dialogue par intermittence. Ça du plomb dans l'aile, comme le disait Franck Arounou dans son introduction. Ça du plomb dans l'aile. C'est un dialogue qui ne s'inscrit pas dans la durée, qui n'anticipe pas et qui vient par intermittence. Et où on a le sentiment que ceux qui sont au devant, c'est-à-dire du côté du pouvoir, ils ne sont pas avec eux, les collaborateurs ne jouent pas leur rôle. C'est pas que... C'est ce que je pense, parce que je ne veux pas dédouaner aussi les ministres avec qui on dialogue. Mais j'ai le sentiment que ceux qui sont autour d'eux ne leur rappellent pas certaines choses sur lesquelles on s'est entendu. On a le sentiment qu'on revient tout le temps sur les mêmes choses. Alors que rien on s'est déjà entendu sur quelque chose de négociation gouvernement central. On s'est entendu sur certaines choses. Mais quand on a fini avec ce cadre-là, c'est terminé. Oui, mais est-ce que c'est pas trop facile? C'est pas trop facile d'accuser les collaborateurs des ministres lorsqu'on sait que le ministre est le dernier à répondre du bien, du mal de ce qui se passe. Et s'il y a un dossier, c'est qu'il instruit ses collaborateurs. Oui, mais le ministre, c'est le ministre de la République. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le ministre de la République. Il ne gère pas que les problèmes avec les travailleurs. Il a besoin d'un entourage, d'être bien entouré pour lui rappeler que mais vous avez promis ceci, vous avez promis cela. Mais je donne un exemple. Mais nous sommes dans une situation où les avancements des travailleurs sont bloqués à l'échelon 11. Mais nous avons répété ça plusieurs fois dans le cadre des négociations au gouvernement central. La ministre a dit, dans quelques semaines, ça va être réglé. Parce qu'elle a vu l'importance, les gens sont bloqués, les gens sont allés à la retraite avec l'échelon 11. Et on leur calcule leur pension, alors qu'ils ont déjà fait l'échelon 12, même s'il devait y avoir 13 ou 14. Mais la ministre a promis. Mais c'est aux collaborateurs de dire, monsieur, madame le ministre, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est trop facile ça, monsieur Noël Chadaré. La ministre qui prend l'engagement devrait se dire, mais écoutez, j'ai fait des promesses, j'ai pris des engagements devant les travailleurs, je dois pouvoir respecter. Pour accompagner le ministre ou la ministre. Je dis ça, c'est un exemple que je donne. C'est la même situation au ministère de l'enseignement secondaire. On a eu pour les conseillers pédagogiques, on s'est retrouvé avec le ministre. Parce qu'ils sont affiliés à la COSI Bénin. On s'est retrouvé avec le ministre. J'étais de la délégation du syndicat des CP parce qu'ils sont affiliés à nous. Mais on a pris certaines décisions. Mais rien jusque-là n'est fait. D'accord. Le ministre ne peut pas, n'est-ce pas, derrière les gens. C'est aux gens de l'accompagner, de dire, mais il y a ceci, il y a cela, cela. De lui faire des fiches. Oui, c'est ça. Pour le rappeler, pour le relancer, parce qu'il est le ministre de la République. Je ne les dédouane pas, parce qu'ils sont, après tout, ils sont comptables de l'inertie. Quand il y a blocage, c'est eux. On vous aura compris, mais que prévoient les tests concrètement en la matière? Le dialogue social, pour que ça marche, que prévoient les tests? Entre les deux partenaires. Il y a des cadres au niveau des ministères. C'est les CAP, Comité administratif paritaire, qui ont une certaine négociation prévue par les textes. Il y a au niveau de la des confédérations et le pouvoir, le comité, la grande commission qui se réunit, et on a bien précisé le nombre de fois où on doit se réunir. On peut se réunir, il y a deux sessions ordinaires, et on peut se réunir autant que cela nécessite. Si on constate un conseil extraordinaire, on peut se réunir.
Donc, il y a des éléments qui... Tout est prévu. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui est problème. Et une fois qu'on se retrouve, qu'on décide certaines choses, après cela, il faut qu'il y ait un suivi. Il n'y a pas de suivi. D'accord. Alors, en termes de tests, comme le soulignait tout à l'heure Franck Arounou, dans votre premier développement, en tout cas le développement qui a précédé, vous faisiez le procès à l'équipe gouvernementale. Ce n'est pas un procès. J'ai le sentiment qu'il ne relance pas. Que ça ne bouge pas. Je peux me tromper. D'accord, ça ne bouge pas. Est-ce que vous sentez au moins que les tests sont respectés, les différents rendez-vous prévus par les tests, les rencontres et autres au niveau des commissions paritaires et autres, est-ce que vous pensez que ces rendez-vous sont respectés et qu'il y a juste de répétition, de redondance chaque fois que vous vous rencontrez? Peut-être les comités paritaires se réunissent. Maintenant, le comité, la grande commission... Jusque les choses n'évoluent pas. La grande commission, au niveau des confédérations centrales syndicales représentatives, et le pouvoir est tripartite avec aussi le patronat. Mais on ne se réunit pas comme ça. C'est ça qui nous, c'est un peu... C'est fait qu'il y ait un peu un ras-le-bol. Parce qu'on se réunit, quand il y a rentrée, on appelle, et puis bon, voilà les diligences faites pour la rentrée. Après, c'est terminé. Une fois que la rentrée a démarré, mais on a prévu des sessions qui doivent être respectées. Et mais encore qu'on a supprimé le Conseil du travail, Conseil national du travail, on a mis tout ça en bloc, et le privé est ici. On devrait avoir plus de réunions. Parce que là, la même commission est commise, est-ce que la redondance un peu est commise pour gérer les problèmes, régler les problèmes du privé et du secteur public. Mais j'ai dit, c'est un dialogue par intermittence, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors, au titre de l'année 2023, nous sommes déjà au mois de novembre. Combien de rencontres avez-vous dans le cadre du... Une seule session. Alors qu'il est prévu combien? Deux sessions. Qu'est-ce qui a bloqué? Et c'est prévu qu'on se retrouve en septembre, ça je vous rappelle, au mois de septembre, le ministre et le président... mois de septembre avant la rentrée ou après la rentrée? C'était à la rentrée. On avait déjà préparé la rentrée avec la session le mois qui précédait la rentrée. En août, on s'était retrouvé. Et il a dit qu'on devrait se retrouver pour parler des élections sectorielles. Donc le ministre Pierre Tchani avait prévu ça, promis cela. Et on avait convenu de ça. Les élections professionnelles sont lancées, la réunion n'a pas eu lieu. Où est la crédibilité? Quelle est la raison qu'on peut avancer? Puisque tout à l'heure, vous soulignez tout à l'heure qu'il s'agissait des ministres du gouvernement, des ministres de la République, bien entendu, ils auraient bien de choses à faire. Mais est-ce qu'au moins vous a avancé une raison qui aurait justifié le fait que la réunion n'a pas eu lieu? Aucune raison. Vous pensez qu'il s'agit là d'un mépris des travailleurs? On a ce sentiment que le pouvoir n'a pas encore compris que le dialogue, c'est l'instrument privilégié de la bonne gouvernance. Après tant d'années. Oui, c'est ce que j'ai le sentiment, qu'il faut banaliser cela parce que on a mis des textes pour restreindre les libertés syndicales et tout. On peut aller se frotter les mains, mais ils ne savent pas que ça va venir. Ils ne savent pas que ça va venir. Il y a des signaux, ils ne savent pas que ça va venir. Parce que si nous sommes lassés, on nous pousse à bout, mais les travailleurs vont prendre leur... Est-ce une menace pour dire que vous avez la capacité de violer les tests? Non, mais les tests prévoient qu'on n'a pas interdit la grève. C'est pas interdit. C'est le nombre de jours qui est revu à la baisse. C'est pas interdit de manifester. Vous voyez, les gens ne fait même pas une fois un jour par mois. Oui, on peut faire cela 2 journées et bien faire très mal au pouvoir, si c'est bien organisé. On est capable de le faire. Et il y a aussi d'autres formes. Parce que les travailleurs ont commencé par être fatigués. Vous voyez la question de la revalorisation des salaires dans le secteur privé, dans les sociétés, les sociétés d'État, collectivités locales, mairies, la revalorisation des salaires dans les sociétés d'État aussi. Mais on a promis des choses qu'on n'a pas faites. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que quand on se retrouve là, est-ce qu'il y a un suivi après? Alors, on va souhaiter que vous n'arrivez pas à cette extrémité, aussi pour le bonheur aussi bien des travailleurs, de l'État central, des populations et bien d'autres. Qu'est-ce que vous reprochez, Noël Chadaré? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au dialogue social? Il y a un problème, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. C'est ça. Ou qui traînent à être tenues. Et sur lesquelles on devrait, quand ça traîne, on devrait pouvoir appeler ceux qui sont les interlocuteurs, c'est-à-dire les confédérations représentatives, et avancer les raisons. Nous avons telle difficulté. On est dans un dialogue, on est dans un partenariat, on n'est pas ennemi au pouvoir. Mais on ne le fait pas. On a dit les AME, on va les reverser.
la COSI Bénin a défendu à chaque rencontre qu'ils ne peuvent pas continuer de rester dans une situation de précarité où c'est 9 mois. Il faut augmenter le nombre de mois à leur payer. Ce que le pouvoir fait, qu'il faut apprécier, finalement. Oui. Il faut trouver une passerelle pour qu'ils quittent cette situation de précarité après un certain temps. Ça, c'est la proposition de la COSI. Et ça, finalement, a été accepté. Mais finalement, c'est accepté, mais depuis, on l'attendait pour la rentrée de septembre. Mais on nous a dit, on y est. Il y a une communication qui est introduite en conseil des ministres et tout ça. Mais jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire de cela. On a l'impression que le gouvernement évolue tête baissée dans ce dossier-là, non? Le gouvernement, je ne sais pas s'il veut avoir les travailleurs à l'usure, mais j'ai le sentiment que ce gouvernement prend totalement son temps. C'est pour ça que je me dis, mais est-ce qu'ils se disent pas que, mais bon, on peut faire ça quand on veut, on peut prendre tout notre temps, on peut faire quoi? Parce qu'en face, ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils ont le sentiment que, ils ont déjà verrouillé avec les textes, mais attention, parce que, attention, et on a vu les conseillers pédagogiques ont donné le top la dernière fois. Ils ont, n'est-ce pas, dû dire, nous arrêtons de faire les activités qui sont liées parce que nous n'avons pas ce que nous avons fait, nous ne sommes pas payés pour ça. Dans la même veine, il est normalement prévu l'installation du comité paritaire de la fonction publique. Pourquoi cela n'est-il pas une réalité jusqu'aujourd'hui? Ça tarde de se Voilà un exemple. À chaque rencontre, la ministre est interpellée, la fonction publique. C'est moi qui en parle souvent. On a fait les élections en 2021. Il y a 3 organisations qui sont sorties représentatives. La CSTB, la COSI, la CSA. On nous a demandé depuis de nous donner le nombre. On a donné 444 pour le comité. On a donné. Depuis 2021, on est bientôt en 2024. Le mandat de ce comité paritaire de la fonction publique devrait normalement être de 5 ans. 3 ans bientôt sont passés. Seront bientôt passés. Et là encore, quelle est la raison? Mais c'est à eux qu'il faut demander cela. Parce que nous, on a joué. Est-ce que vous avez fait les démarches pour mieux comprendre? Est-ce qu'il faut négocier ça? Pour mieux comprendre. Non, pas négocier, mais chercher à comprendre. Chercher à comprendre qu'est-ce qui bloque cet ensemble que l'initiative on nous a dit que bientôt, on va installer ça. Donc, au fond, il y a eu de raisons à avancer. On nous a dit qu'il y avait un problème en concernant, il y a eu une confédération qui avait envoyé des noms de gens retraités pour siéger. Et donc, il fallait que cette situation soit réglée. Mais depuis que c'est réglé, mais on ne s'est pas installé. Personnellement, est-ce que vous avez échangé avec la ministre? Vous pouvez décrocher votre téléphone et l'appeler? Mais si, moi, je le fais. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a confié? Je le fais. Ça va être installé, on est là-dessus, ça va être installé. Mais encore une promesse. Des promesses qui ne se concrétisent pas. D'accord. Quelles sont les grandes lignes, très rapidement, Noël Chadaré, de vos revendications, si on peut qualifier les choses en ces termes? Il y a la question de la révalorisation des salaires. Les agents du public ont connu une révalorisation des fonctionnaires depuis décembre de l'année dernière. Et nous avons posé le problème pour dire, mais les agents des collectivités locales, qu'est-ce que vous faites? Ils sont des fonctionnaires aussi. Ils sont du secteur public. Les agents, les sociétés d'État, qu'est-ce que vous faites? Ils vont sur le même marché. On a dit, oui, bon, le CNHU, par exemple, c'est la même situation. On va sur le même marché. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons été rencontrer en janvier le directeur du CNHU parce qu'on a constaté qu'il n'avait pas eu... il n'était pas pris en compte. On a rencontré le ministre à Cotaignon, le ministre des collectivités. Oui, le ministre de la décentralisation qui s'occupe des collectivités locales. En janvier, en février, il nous a dit, bon, on va voir ce qu'on va faire. On a commencé pour eux, après on a coupé. On a dit, on doit faire une estimation des charges, de ce que ça peut apporter, peut induire comme charge financière. Un comité est mis sur pied, on nous a dit, et le comité a fini de faire son travail, déposer son rapport, et depuis rien. Et ça dit que vous nagez dans une rivière de promesses. Oui, depuis rien. Depuis, rien n'est fait pour eux. Les gens qui sont dans les sociétés d'État, rien. L'ORTB, tout ça, les sociétés que vous avez qui sont dans l'État, rien n'est fait. Est-ce que c'est ce sentiment en grille de mépris qui a fait que, par exemple, les débats autour du vote de la loi de finances 2024, les représentants des travailleurs ont plutôt opté pour la politique de la chaise vide? Le boycott. Non, je crois que le mot boycott est peut-être fort. Et politique de la chaise vide, non aussi, parce que quand nous sommes... Vous n'y étiez pas. Il y a une procédure en la matière.
il y a une procédure. Elle a été biaisée. Si la procédure est respectée, ben, nous y allons. Quand même on sait que ça n'apporte rien. Il n'y a pas de plus-value. Quelle est la procédure? Ce ne sont que des points. Vous nous envoyer l'invitation officiellement à chaque confédération et ensuite les documents liés à cela, le budget. Oui. On n'a pas reçu. Si on n'a pas reçu, on va... Ça se faisait par le passé. Par le passé, ça a toujours été comme ça. C'était la procédure. Et on nous donnait la date pour qu'on vienne. Mais on n'a pas reçu. Si on n'a pas reçu, on fait quoi? Moi, je dis c'est une occasion pour même ne pas... Eh bien, on peut se frotter les mains de ne pas être allé là-bas. Connaissant un peu les pratiques syndicales, par le passé, on aurait vu peut-être... on vous aurait vu ensemble devant le Parlement pour demander au président de vous recevoir pour évoquer les points qui concernent les travailleurs au niveau de cette loi-là. Je vais vous dire ceci. Oui. Depuis que je suis secrétaire général, et tous les ans, on y va. On y va. Il y a 3 ans, on est allé là, mais on nous a donné 1 heure, on est allé à l'heure. On a attendu plus d'1 heure, il ne s'est pas arrivé. C'était les députés qui ont été élus de la 8e législature, oui, où il y avait seulement un parti, les partis du pouvoir qui étaient la 8e législature. Mais on est allé, on a attendu vainement et on a dit mais il faut un respect pour nous. Nous rentrons. Nous sommes rentrés. Vous avez été convoqué et vous avez... Une autre fois, on nous a invités, nous sommes partis. Ils ont fait l'effort d'être à l'heure. Mais si on n'est pas... Moi, je dois vous dire, c'est du folklore. Aller là-bas, les ONG, la société civile, tout ce qui c'est du folklore. On ne prend rien. On a fait des propos. On commet, quand on nous envoie les documents, on commet des experts. On a des professeurs d'université, des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Et ils nous font des propositions par rapport à ce qu'ils ont lu. Nous travaillons avec eux pour nous forger, afin de pouvoir aller défendre nos positions. Alors, mais quand on fait des propositions, mais c'est jamais pris en compte. Ça apporte, quelle est la plus-value? Moi, je crois même qu'il vaut mieux que quand ça quitte l'Assemblée nationale, le ministère des Finances, qu'on leur donne. Mais comme ils ne veulent pas nous voir, mais qu'ils votent, c'est tout. Et nous allons sur le terrain, si on n'est pas d'accord sur certaines choses, on va réagir. Alors, vous condamnez un peu cette manière de faire. Les opposants condamnent également parce que, aux dernières nouvelles, ils n'ont pas eu assez de temps, par exemple, pour leur propre budget. Ils n'ont pas eu assez de temps pour l'apprécier. Finalement, à la lumière de tout cela, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement n'accorde pas trop d'importance aux partenaires, à leurs partenaires avec qui ils devaient discuter de façon permanente? Jugez-en vous-même. Vous devez convenir que c'est cela. Nous, les députés ont eu, mais nous, on ne l'a pas eu. C'est ça. On n'a pas eu ça. Je ne sais pas par quel canal ils ont envoyé. Est-ce que les documents, on n'a pas le budget. Donc, ça vous dit qu'il y a quelque part... Il y a une trop grande assurance du pouvoir de l'Assemblée nationale. Trop grande assurance, pensant que tout roule comme tout se passe comme sur des roulettes. Mais c'est très dangereux de penser comme ça. Alors, on est dans une société où vous devez écouter tous les partenaires. C'est l'écoute d'une qualité de ceux qui dirigent le pays. Et si vous n'écoutez pas, mais vous foncez tout droit dans le décor. Alors, Noël Chadare, quel sentiment vous avez quand vous faites cette lecture du comportement des institutions de la République? De ce côté, c'est le gouvernement qui se montre quelque peu imperméable, je dirais, à vos revendications. De l'autre côté, c'est une Assemblée nationale, encore institution de la République, n'est-ce pas, qui vous manifeste un certain mépris. Quel sentiment cela vous donne? Je dois vous dire tout simplement que moi, je suis indifférent à cela. Je suis indifférent à ce qui se passe. Parce que quand ça se passe comme ça, on se dit, mais bon, qu'ils aillent avec. Un jour, ça va finir par s'arrêter. Mais ça pénalise les travailleurs. Oui, mais si on ne nous donne pas, on ne peut pas s'inviter nous-mêmes à l'Assemblée nationale. On peut s'inviter. D'accord. Vous comprenez? Alors, si les il y a quelques espoirs, il y a quelques lueurs. Parce que dire, je n'ai pas envie de tout peindre en noir. Pour dire le dialogue n'est pas le dialogue. Il y a des efforts quand même. Même si c'est timide, mais des efforts qu'il faut apprécier. Je dois le dire au passage. Mais les choses ne vont pas avec la vitesse que vous souhaitez. Le ministre de la Santé et la ministre de la Fonction publique ont fait un effort que moi je dois apprécier. Si je ne dis pas cela ici, en ce qui concerne les problèmes des agents de santé. Chaque année, on revenait sur ce sujet, savoir qu'il y a des disparités salariales. Vous avez les agents contractuels d'État qui ont les mêmes diplômes, les mêmes grades, mais qui n'ont pas
les mêmes salaires. Oui. Il y avait une disparité. Les choses sont équilibrées donc, actuellement. Depuis que nous en parlons, le pouvoir, finalement, la ministre de la fonction publique, il faut apprécier et la féliciter avec son homologue de la santé. Enfin, ils ont mis sur pied le comité qui a été délocalisé, qui est actuellement à Abomey, en train de travailler pour 5000 environ dossiers de paramédicaux qui attendent. Et on les a mis en C3, en D3, alors que les autres sont en C1 et en D1. Donc, ils sont en train de régler. Le travail est en train d'être fait. Ils ont délocalisé, en train d'être fait. Et ça, il faut apprécier cela. Pour dire, il y a des lueurs dans ce dialogue qui a du plomb dans l'aile. Il y a quelques lueurs qu'il faut quand même souligner. Oui. On espère que pour les agents de santé, parce qu'il y a l'autre pendant des revendications, c'est-à-dire que ceux qui ont été formés, qui se sont fait former hors, n'est-ce pas, plan, oui. Et le chef d'État a donné des instructions, a dit, s'ils se sont formés hors plan, qu'ils exercent ce pourquoi ils sont formés la fonction. Par exemple, un médecin simple qui allait se faire, un médecin spécialisé, ou les paramédicaux qui se sont spécialisés, il faut les reclasser. Mais ça, là aussi, traîne un peu. Tout en félicitant, tout en appréciant ce que le gouvernement, les deux ministres ont pu décider de délocaliser pour régler ce problème, on espère. On souhaite qu'ils continueront sur cette lancée pour que ces problèmes de formation hors plan soient aussi pris en compte pour ceux qui attendent d'être reclassés. Alors, Noël Chadare, on va revenir sur cette question de la loi des finances exercice 2024. Si, entre-temps, la procédure avait été respectée, que vous marquez votre présence à l'Assemblée nationale, quelles sont les observations que vous aurez pu faire concernant le document qui vous serait présenté? Vous savez, nous, on a des problèmes qu'on veut voir être inclus dans le... Et ça, c'est-à-dire la question, est-ce que le budget doit pouvoir prendre la revalorisation quand vous avez consulté le document, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas prise en compte. La revalorisation des travailleurs et du secteur, les mairies, collectivités locales et aussi les sociétés d'État. Je n'ai pas le sentiment que je n'ai pas vu de traces. Je peux le dire peut-être par inexpérience et tout, mais ce que je constate, il n'est pas clairement notifié, signifié. Et quel autre aspect encore? Des rappels des rappels qu'on doit aux travailleurs, qui sont ces rappels. On met un chiffre, mais jamais on ne constate qu'on a fini d'apurer les rappels. Et ça, c'est la question des AME. Les AME qui sont, on veut recruter, combien on veut recruter, moi, je n'ai pas vu certains aspects, peut-être que c'est un peu caché, c'est de gros documents, mais ce que je dois dire, c'est tout simplement que les attentes des travailleurs ne sont pas véritablement encore pris en compte. D'accord. Alors, Franck Arouno, on va rentrer dans le second volet, mais en attendant, on souhaite écouter Noël Chadare sur ce qu'il aurait proposé pour qu'on sorte de ce qu'on peut qualifier à l'heure actuelle de statu quo, en ce qui concerne, bien entendu, le dialogue social. Quel est le carnaval que vous souhaitez tracer et que cela soit respecté de manière à ce que les deux camps puissent mieux se retrouver? Il faut respecter les textes. La mise en œuvre des textes. Il y a des textes qui disent comment ça doit se passer. Un peu comme une manière de procédure. Comité, choses là, la grande commission des négociations gouvernement central, patronat. C'est clair, c'est indiqué. Comment faire? Maintenant, après cela, les questions qui sont abordées, il faut un suivi. C'est le problème là, de manque de suivi. Oui. C'est cela. Il y a un suivi. Vous pointez les collaborateurs. Voilà, parce que c'est les collaborateurs. Et vous invitez les ministres également à se réveiller. Il faut bousculer les collaborateurs. On le fait. Oui. On appelle les ministres quand on constate que les choses traînent. On les appelle. On le fait pour les aider parce que nous voulons les voir réussir. S'ils réussissent, c'est le Bénin qui réussit. Donc il faut les titiller de temps en temps, mais il n'y a pas un suivi. Il faut alors un suivi. Qu'on ait une fiche, qu'on fasse souvent des fiches aux ministres pour leur dire, à la dernière négociation, il y a eu ceci, il y a ceci, il y a cela. Mais alors, je ne vais pas leur apprendre leur boulot, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais il faut souvent relancer les ministres. Donc il faut un suivi pour que le dialogue devienne fructueux. Il y a des choses, des efforts qui sont faits, mais on aurait pu en faire mieux si on avait ce suivi-là.
on a le sentiment qu'une fois qu'on en parle, c'est le déficit de suivi fait qu'on n'atteint pas les résultats attendus. Oui, c'est ça. Alors, dans la foulée, 3 ministres du gouvernement, surtout ceux de l'éducation, ont fait une sortie médiatique. Vous avez suivi comme tous les Béninois. Est-ce qu'ils vous ont convaincu par cet exercice? Je ne sais pas. Hein. Moi, vous n'avez pas suivi? J'ai suivi un peu ce qui concernait les AME, où il y a eu le ministre Kouaro Tchabi qui a abordé la question des AME. Parce que moi, chaque fois on les bouscule. Il sait combien de fois je l'appelle, le ministre d'enseignement secondaire, comme aussi celui du primaire, de la santé et tout, pour les bousculer au sujet des problèmes. Les AME, il y avait un problème de salaire. De ce qu'on leur donne comme salaire. Donc, parce que ce n'est pas un salaire, c'est un salaire. Ce qu'on leur donne, ça ressemble à quelque chose. Donc, pour le mois dernier, mais il y avait des gens, on avait dit non, mais ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, démarré, ils n'auront pas les salaires et tout. Et donc, il y avait des difficultés, des problèmes, il y avait une grosse peur. Et je l'ai appelé le ministre pour dire, mais il y a tel problème. Ce n'est pas leur faute, ils ont pris service. Mais s'ils n'ont pas encore commencé par tracer, il y a les errances du début de l'année. Hein, ça traîne pas ici, ça traîne pas là. On ne peut pas les empêcher de prendre leur salaire. J'ai eu aussi le directeur de l'ANPE, hein, monsieur, qu'on appelle Ahmed Bedji, oui. N'est-ce pas? Avec qui on a discuté, il m'a donné l'assurance qu'il faut payer. Donc on les relance. Et j'ai suivi le ministre sur ce sujet pour clarifier, pour dire, bien, il n'est pas question de les laisser, tout le monde sera pris en compte et tout ça. Bon, ils ont fait une sortie pour montrer que la rentrée a bien démarré. Mais concernant et que tout se passe bien. Oui, la question relative au quota horaire qu'on leur avait donné au départ, est-ce que c'est amélioré maintenant? Ce n'est pas juste. C'est-à-dire, mais il y a une époque qui a été faite à ce niveau. Moi, je n'en vois pas. Je suis catégorique, je n'en vois pas. Ils sont submergés. Mais comment on peut demander à un AME? Mais les thèses fixent, il y a des thèses qui fixent le quota horaire. Les thèses disent clairement, pour eux là, signé par le ministre Kapomaouyon, 22 heures pour les professeurs adjoints, 20 heures pour les professeurs, les élèves professeurs certifiés, etc. 20 heures, 22 heures. Mais pourquoi on allait chercher 26 heures, 28 heures? Aucun test ne dit, mais ça c'est un État qui ne respecte pas. Mais n'est-ce pas une façon de régler les problèmes? Il y avait un problème de manque, non? Non, c'est pas, il ne faut pas faire comme ça. Si ceux qui sont là, qui sont recrutés, les conditions ne sont pas encore améliorées, vous demandez d'en recruter davantage, est-ce que ce n'est pas créer un problème en plus? Mais c'est un domaine régalien. L'éducation, c'est un domaine régalien. L'État, le droit, les enfants béninois ont le droit à l'éducation. Oui. Donc, il faut donner les moyens. Mais l'État pose des problèmes de moyens. Donc, il faut recruter. Et on dévalue la fonction enseignante. Moi, je vous le dis. Ah oui? Aucun de mes enfants ne va enseigner. Ça, je le dis toujours. Je suis enseignant, formation. Je suis conseiller pédagogique. Je continue d'enseigner à l'heure où je vous parle. Vous êtes découragé, Titan? Oui, mais je dois vous dire que on dévalue. Comment on peut... D'abord, l'appellation, AME, aspirant au métier, c'est dévalorisant. Mais ça, c'est... Vous allez mettre vos enfants à l'université, et vous allez dépenser autant d'argent pour que votre enfant devienne... Vous allez d'accord que votre enfant devienne AME, aspirant au métier. Ça va se faire progressivement. Non, mais c'est pas normal. C'est-à-dire, il prend tant d'années pour aspirer et on lui donne 28 heures, 26 heures de cours. 26 heures de cours. On lui donne ça. Et on lui donne combien de francs à la fin du mois? Mais qui va, les gens peuvent demander aux élèves, vous voulez enseigner? Moi, je suis dans ma classe terminale cette année, j'ai demandé, parmi vous, qui veut être enseignant comme moi? Et il y a un seul qui a levé les doigts. Et bien les autres disent, non, monsieur, on ne veut pas. Mais ce seul-là, 2 semaines plus tard, il me dit, monsieur, moi, je ne veux plus enseigner. Est-ce que d'un côté, monsieur Noël Chadaré, est-ce que d'un autre côté, c'est pas donner l'argent, est-ce que d'un autre côté, les enseignants avec respect. Noël Chadaré, est-ce qu'à un moment donné, les enseignants eux-mêmes ne découragent pas les apprenants pour qu'ils puissent déserter ce couloir de l'enseignement? Ils sont trop plaintifs. Non, c'est pas, les enseignants sont... Et s'ils sont dans les meilleures conditions, ils ne viendront pas. Quand ils vont vous écouter, ils vont dire, mais tiens, là-bas, c'est la galère totale. Ouais. Mais les enfants voient la galère. Oui. Quand on dit que c'est les AME qui viennent et tout ça, mais... Parce qu'il y a de ces enseignants, quand on les écoute, ils présentent leur métier, leur fonction, n'est-ce pas, comme l'ânesse de l'enfer. C'est de nature, n'est-ce pas, à effrayer les apprenants qui peut-être ont envie de mettre dans leur vocation l'enseignement,
l'éducation, le partage du savoir aux autres. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer. Les enseignants ont été, les ACDPE 2016-2014, ils ont été recrutés, formés. Ils ont fini. Ils ont fait 4 années de contrat à durée déterminée. Les tests disent qu'on ne doit pas, on doit compter les 4 années dans leur reclassement. À l'enseignement, les ministres et ceux qui lisent les tests à leur manière, ont lu les tests et ont dit qu'ils n'ont pas le droit. C'est à partir de ces contrats à durée indéterminée qu'il faut les prendre en compte. Mais dans d'autres ministères, et nous avons les textes, les justifications, les mêmes qui ont été, les enseignants, ceux qui ont été recrutés dans d'autres ministères à la même année, comme aussi ACDPE, mais on leur a compté les 4 années. Est-ce que ça, c'est pourquoi cette disparité? Est-ce que vous avez fait la démarche de savoir pourquoi les mêmes personnes qui ont travaillé pratiquement dans les mêmes conditions, mais ailleurs, dans d'autres ministères, ont vu leur situation régularisée, mais ailleurs, et bien entendu, au niveau de l'enseignement, je veux dire qu'on taquine trop les enseignants. On leur fait voir, n'est-ce pas, ils broient le noir. On vous a donné les raisons on vous a donné les raisons pour lesquelles. Quelles raisons ils peuvent donner? On a fait une confrontation, on attend la ministre de la fonction publique. On devrait avoir une prochaine confrontation à ce sujet. Parce que la dernière fois, on a eu des échanges avec son personnel, ces techniciens, mais il y a eu des contradictions. Ils doivent remettre tout ça au clair, tirer tout ça au clair avant qu'on se rencontre. Et j'attends qu'elle m'invite. Je l'ai déjà appelé plusieurs fois par rapport aux 4 ans. Parce que les gens continuent de reclasser les gens ne tenant pas compte des 4 années. Les mêmes choses pour les licences professionnelles. Les gens, ils sont en formation. Ça n'a pas été facile de les mettre en formation. Il a fallu la croix et la bannière. On est passé par tous les ministères avant qu'on les envoie en formation. Ils sont en formation. Ceux qui ont la licence professionnelle dans l'enseignement technique devraient faire le CAPET. On les a classés au BAPET. Alors que dans le même temps, d'autres sont au CAPET. Et on les envoie au BAPET. Et on les classe dans la fonction publique en B1. Alors que la licence, les textes qui réglementent la République, enfin qui disent comment on doit classer les travailleurs, disent que ceux qui ont la licence, c'est les statuts de la fonction publique. La licence professionnelle, ils sont classés en A3. A3. Mais la fonction publique a mis ces gens-là en A1. Alors, à vous écouter depuis... Donc, il y a trop de situations. On a l'impression finalement que ce n'est que les enseignants qui sont lésés dans la République et les autres corps de métier, les autres travailleurs. J'ai parlé des agents de santé qui attendent la formation qui attendent. Ça va beaucoup mieux là-bas. J'ai dit tantôt que maintenant, les paramédicaux sont en train d'être pris en compte pour qu'ils quittent cette situation de C3, D3. On s'est un peu réveillé de ce côté. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu quelques lueurs. Mais il y a les formations des paramédicaux, formations hors plan, qui ne sont pas encore prises en compte. Tous les autres fonctionnaires aussi qui ont fait formation hors plan, qui attendent aussi. Ce n'est pas que les enseignants. Mais quand vous avez le problème que vous avez posé, m'amène à parler des enseignants. Alors, Noël Chavaré, à vous écouter depuis le début, en tout cas en ce qui concerne les revendications et autres, on a un peu de pincement au cœur. On se demande est-ce que nous sommes dans le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de Patrice Talon, qualifié de rigoureux et autres. Pourtant, on a autant de maladresse dans le respect des tests. Et oui, c'est cela. C'est bien dommage, mais c'est ce qu'on constate, que les textes sont interprétés diversement et on fait ce qu'on veut faire. Vous avez dit, mais dans plusieurs ministères, il y a des ministères qui traitent autrement, d'autres ministères au-dessus du deux poids, deux mesures. Et on attend que la ministre, la fonction nous appelle pour qu'on puisse leur donner des éléments, pour montrer que il y a telle situation. Et voilà ce que disent les tests. Quelqu'un qui a la licence professionnelle et la maîtrise, ils sont en A3. Ils ne sont pas en B1. On ne peut pas les classer en B1. C'est une aberration. Allez, il faut changer cela. Alors, on va changer un peu de sujet. Il y a des travailleurs qui sont des producteurs. Et l'actualité la plus fraîche, c'est son communiqué du gouvernement en date du 16 novembre, Wahab Alipara, qui porte sur la campagne de commercialisation du soja. Certains ont qualifié les mesures prises d'allègement, d'autres pensent qu'elles ne le sont pas assez suffisamment, d'autres encore estiment qu'elles sont
venu trop tard. De quel côté, de quelle école êtes-vous? Si je dois vous rappeler un peu les mesures, on dit que le commerce du soja grain est libre désormais sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. Deuxième point, l'exportation du soja est libre, sans agrément, et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Et puis, un troisième point, la contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée, et près de 130 francs de moins, hein, ou oui, 110 francs de moins. Oui, oui. Non, je crois que les uns disent mais c'est tardif, que les autres trouvent que ce n'est pas encore ce qu'on attend. Il y a un temps pour tout. Mais il faut reconnaître que c'est un bon pas, un pas dans la bonne direction. Moi, j'ai apprécié. C'est un pas dans la bonne direction. Qu'on dise aux gens, ils sont libres de vendre leur soja à qui ils veulent, comme ils le veulent. Maintenant, il faut peut-être leur prélever, si ça doit sortir, prélever 30 francs au lieu de 140 francs. Il y a un effort qui est fait. Moi, je crois que c'est un effort salutaire. Il faut prendre acte de cela, parce que l'année prochaine, il y aura encore le soja, même si on dit que c'est tardif. Il y aura. Donc, on prend acte de cela. Le mal est déjà fait, non? Et on peut, l'année parce prochaine, que les producteurs ont bavé, les acheteurs, les exportateurs, pendant toute une campagne. Oui, mais ils ont eu du mal maintenant, mais prochainement, ils n'auront pas du mal. Parce qu'on prend acte de cette décision qui a été prise, qui, n'est-ce pas, est une bonne chose. C'est une décision salutaire. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est mieux, c'est bien de laisser les gens... Qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser cet allègement-là des contraintes liées à la production, à la vente et à la commercialisation du soja? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un texte clair et précis. Et il faut faire aussi cela pour les autres aussi, dans les autres filières. Les autres filières, il faut laisser les gens commercer, faire le commerce, les paysans vendent à qui ils veulent. Qu'on laisse les gens amener c'est vrai que voisins. Non, c'est pas... On a dit 30 francs pour payer. Si vous voulez sortir du pays, vous payez 30 francs. On peut le faire aussi, on peut l'étendre aux autres produits. Il faut laisser les gens faire le commerce de ce qu'ils ont produit comme ils l'entendent. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement, n'est-ce pas, subventionne les intrants. C'est ça. Donc il y a quelque chose qui devrait normalement revenir. Je crois qu'on peut trouver la formule, mais ne pas, n'est-ce pas, gendarmer les gens, empêcher les gens n'est-ce pas, de jouir de leur liberté de vendre à qui ils veulent. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir pris cette décision. Si elle est souhaitable de l'étendre aussi aux autres produits, ce serait une bonne chose. Mais en mettant en balisant un peu le terrain pour que l'État ne soit pas totalement perdant, puisque j'ai dit tantôt que les intrants sont, l'engrais, tout ça, c'est subventionné. Et ce n'est pas au prix que ce que je sais, que les paysans achètent les intrants, parce qu'il y a des subventions qui sont apportées. J'ai écouté le ministre de l'Agriculture à ce sujet-là. Des efforts sont faits pour leur alléger. C'est difficile de faire le champ. Pour vous qui êtes un amoureux de la nature, qui avait même un champ. Oui, c'est pas difficile, mais c'est aussi difficile. C'est difficile parce que vous devez investir physiquement, les efforts physiques, investir aussi pour que, dans les intrants, pour que la mayonnaise prenne. Donc ce n'est pas facile. C'est pas facile, rien n'est facile, hein, tout le champ n'est pas facile, comme le travail que vous faites n'est pas facile, comme l'enseignement n'est pas facile, la santé, les médecins, les infirmiers, ceux qui travaillent dans les nanomycènes, tout est difficile pour tous. D'accord. Alors Noël Chadaré, on va parler un peu politique. Hein. Il y a que Boni Yayi qui revient au devant de la scène, c'est vrai, il ne l'avait pas quitté pour autant, mais à la faveur d'un congrès, il est désigné président de son parti, le parti Les Démocrates, un parti de l'opposition. Comment vous, à votre niveau, vous avez accueilli, je dirais, cette information? Bon, je l'ai vu redescendre dans l'arène. Le souhaitable aurait qu'il soit au-dessus de la mêlée. Pourquoi tout le monde dit ça? La majorité des gens que nous interrogeons, on aurait souhaité que... C'était souhaitable parce qu'il a été chef d'État, il a fait 2 mandats et il est une référence. Et le petit pourrait être un recours, n'est-ce pas, une personne
vers qui on se rend quand il y a des tensions dans le pays et tout, pour qui pourrait, n'est-ce pas, une autorité morale, comme aussi les autorités religieuses, pour jouer ce rôle-là de ceux qui sont déçus. Mais bon, il a fait l'option d'aller de descendre dans l'arène politique. Cette fois-ci, c'est le militantisme. Il est le président, il est devenu le président du parti d'opposition, les démocrates. Donc le premier opposant, si on peut parler comme ça, de notre pays. Bon, je l'ai écouté, j'ai entendu, j'ai suivi un peu ce qu'il a dit. Et je crois que ce qu'il dit, c'est pour les élections à venir. Que ces élections ne souffrent d'aucune contestation, qu'il y ait de la transparence et que tout se passe dans la paix. S'il y a des concessions que le pouvoir peut lui faire, il faut lui faire ces concessions. Il a dit qu'il a quelques personnes parce que l'appareil politique, l'appareil plutôt électoral, est pratiquement aux mains, ils ont le sentiment, ils ne sont pas dedans. L'opposition n'y est pas. C'est bien ça. Et ils souhaitent que l'opposition ait droit de citer. Donc, pour pouvoir regarder, ça, c'est avoir quelques opposants dans la Sénat. Enfin, le chef d'État doit pouvoir voir ce qu'il faut faire pour que aux élections prochaines, mais que tout ce soit inclusif sur tous les plans. D'accord. Vous, de votre analyse de la situation politique au Bénin et de tout ce qu'on observe, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment d'inquiétude pour nécessiter une telle alerte de Boni-Jaï? Non, c'est la meilleure façon d'éviter même qu'il y ait des inquiétudes, c'est de les mettre dedans, de les metêtre à l'intérieur. 2 ou 3, je ne sais pas combien ils font à la Sénat. En résumé, il faut travailler à ce que l'opposition ait un œil dans ce qui se passe. S'ils sont là-dedans, ils ne peuvent plus contester, mais s'ils ne sont pas dedans, vous voyez déjà ce qu'il a dit, c'est pour dire que s'ils ne sont pas dedans, quel que soit, on a beau organiser des élections transparentes, mais ils vont contester. Vous comprenez? Donc c'est une façon je crois que c'est mieux de les mettre. Mais on a eu par le passé des Sénats où il y a les oppositions, mais on a donné les résultats. Et ils sont minoritaires, mais ils ont été obligés parce qu'ils sont dedans, ils ont suivi. Mais s'ils ne sont pas dedans, ils ont le sentiment, ils peuvent déjà dire tout est déjà verrouillé et donc pourquoi c'est la communauté internationale qui viendra faire le travail entre nous? Est-ce qu'on ne peut pas se parler pour trouver le juste milieu afin d'éviter tout ce que vous... C'est sa proposition à lui. Comme vous le dites, on peut le faire entre nous. Maintenant, est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel est si sous et qu'il faille la communauté internationale pour lui faire entendre raison? Ce qu'il faut tirer comme enseignement de ce qu'il a dit, c'est simplement qu'on accorde un regard, que l'opposition ait un regard sur ce qui va se faire. Et ça, là, ce n'est pas difficile à faire. Je crois que ce n'est pas difficile à faire. Un petit effort du pouvoir en place actuel pour montrer quand même sa bonne volonté. Et puis ce sera terminé. On aura des élections paisibles. Parce que quand ils tirent sur la sonnette d'alarme déjà maintenant, attention, demain, qui ne sont pas associés, ils diront... Vous pensez qu'il s'est réveillé un peu plus tôt? On est encore en 2023, on a quelques années en avant. On est en 2023. Il vaut mieux maintenant tirer sur la sonnette d'alarme que après constater... Vous savez que les thèses qui régissent aussi les élections, toutes ces structures qui sont... les organes qui sont installés, mais il y a un temps pour pouvoir changer les textes. Je crois que c'est 6 mois ou quelque chose comme ça. À l'avance, on ne doit plus revoir, retoucher les textes, si j'ai bonne mémoire. Tout ça. Donc, ça, c'est le protocole. Il est dans l'anticipation. Le protocole additionnel de la CEDEAO. Voilà, donc il faut faire un effort. Faire de petites concessions, des concessions quand même qui leur permettent d'avoir droit de citer. Il appelle également à l'organisation des concertations nationales. Pensez-vous que c'est nécessaire? C'est une proposition des démocrates. C'est une proposition des démocrates. Est-ce qu'on a bien besoin, véritablement? Le pouvoir va décider. Mais ce que moi j'attends, c'est ce qu'il faut leur accorder il faut leur donner la possibilité d'être dans l'appareil, n'est-ce pas, électoral. D'accord. La Sénat, tout ce qui existe, il faut qu'ils soient présents pour ne pas demain dire on n'était pas associés, mais on conteste, même si les choses se sont bien passées. On peut contester de façon systématique tout ce qui est fait. Il faut peut-être leur faire cette concession. C'est ça qu'il faut retenir, concertation nationale ou pas. Si on fait un effort déjà de réfléchir, de prendre en compte cela. Mais je crois qu'il y a les listes aussi. Et qu'on revoie aussi les listes électorales et tout ça. Il faut voir, il faut les associer. C'est important. Secrétaire général de la COSI Bénin, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. J'ai l'impression que sur
ce qui concerne votre marigot, vous avez encore quelque chose à dire? Mais oui, je dois dire les conseillers pédagogiques. Oui. Hein, on les a entendus bouder. Bouder. Il y a longtemps, on a vu tant de débordements, de mauvaise humeur au niveau des conseillers pédagogiques. Oui, qu'est-ce qu'ils revendiquent exactement? C'est le corps de contrôle. Et donc, c'est ce corps de contrôle. Je fais partie de ce corps. Je suis aussi conseiller pédagogique. Et il y a un travail qui se fait. Donc, il ne faut pas les décourager. Il y a des accords, des décisions qui ont été prises, on a discuté, il faut mettre en œuvre. Rien n'est fait jusque-là. Pratiquement, bon, on a un acte, les actes de reclassement ne commencent pas à sortir, mais il y a des gens qui attendent les formations. Des conseillers pédagogiques attendent la formation. Il y a les primes qu'on devrait payer de 405 000 francs de l'année scolaire écoulée ne sont pas encore payées. Est-ce que c'est normal ça? Donc je crois qu'il y a des problèmes, il faut éviter de chercher les problèmes. Alors, si ce n'est pas réglé, quels peuvent être les impacts sur les activités pédagogiques? Oui, les impacts, c'est que les enseignants, c'est la démotivation. C'est la démotivation. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais c'est la démotivation. Vous n'êtes pas payé pour ce que vous avez fait l'année dernière. Oui. Vous êtes démotivé à travailler. Allez faire les visites de classe, il y a un certain nombre de visites de classe que nous devons faire. Il y a les animations pédagogiques, parce que quand vous faites les visites de classe, vous voyez des problèmes au niveau des enseignants de votre matière, vous devez faire, n'est-ce pas, des animations pédagogiques des zones pour corriger ce que vous avez vu qui n'a pas marché sur le terrain. D'accord. Donc, tout ça, c'est le travail des conseillers. Après ce mouvement d'humeur, les autorités vous ont appelé pour échanger? Oh, mais rien n'a bougé. Rien pratiquement n'a bougé, presque bougé. Bon, on a quelques actes de reclassement qui ont commencé par sortir, mais ce qu'on attend fondamentalement, c'est ce qu'on doit aux enseignants l'année dernière. Il faut payer. D'accord. Vous subordonnez cela à quoi pour cette année? Est-ce que c'est une condition pour qu'il y ait les animations cette année? Ils ont un syndicat. Je ne parlerai pas au nom de... Même s'ils sont... Je suis le général. Ils sont des travailleurs. Vous êtes un représentant. Vous êtes un représentant. Et vous êtes également consulté avant la prise des décisions. Ils avaient décidé de ne rien faire au début de l'année. Oui. Il y a eu la rencontre avec le ministre. Et le ministre a pris des engagements. Reconnaissons que ce n'est pas bon signe. Ont traîné, ils ont refusé de faire l'animation pédagogique. D'ici, il y a un délai qui a été donné, au-delà duquel, n'est-ce pas, ils vont aviser. S'il faut, n'est-ce pas, arrêter carrément, ne plus faire des activités d'animation pédagogique, de visite de classe, de stopper d'abord les choses, ils vont décider. Donc moi, je suis totalement en phase avec eux, parce que moi-même, je suis conseiller pédagogique. Allez, un mot sur les élections sectorielles pour vraiment boucler la boucle. Oui, les élections sectorielles sont déjà annoncées pour le mois de décembre dans tous les secteurs, sous-secteur de l'enseignement, de la santé, le ministère de l'énergie, etc. Quelle est la différence entre les élections qui vous élisent, vous, en tant que secrétaire? C'est les mêmes, ça détermine la représentativité. Parce qu'il y a trop de syndicats. Oui. Et par exemple, je prends le ministère de l'enseignement primaire, vous avez 100 et quelques syndicats. C'est beaucoup. Le secondaire, la santé, etc. Il faut avoir des interlocuteurs crédibles. Donc, c'est des élections pour déterminer la représentativité. Oui. Les syndicats les plus représentatifs. Voilà, on souhaite vraiment que n'est-ce pas, les enseignants, les agents de santé, tous ceux qui sont appelés à voter, votent pour ceux qui s'intéressent à leurs problèmes, qui, malgré les difficultés avec les lois qui ont été votées, mais trouvent quand même les moyens de porter leur voix, de dire, de se battre pour qu'ils trouvent au moins des solutions à leurs problèmes. C'est vers cela qu'il faut aller. Et non des gens qui restent dans un état, n'est-ce pas, d'attentisme et qui observent tout, qui ne font pratiquement rien pour les travailleurs. C'est l'occasion d'encourager ceux qui, n'est-ce pas, font des efforts pour défendre les travailleurs et sanctionner ceux qui ne font rien et qui sont là, qui attendent, qui sont dans une position de jouisseurs paisibles. D'accord. Quelques petites secondes pour permettre à Noël Chadaret de conclure. Votre mot de conclusion. Ce que je peux dire, c'est je vous remercie de cette occasion que vous me donnez, que vous m'offrez. Et je souhaite, n'est-ce pas, à tous les Béninois qui suivent un bon dimanche. Et espérant que ce que nous avons dit aujourd'hui, par rapport au dialogue, nous souhaitons un dialogue meilleur, un dialogue qui permette n'est-ce pas, d'être fécond, de produire, n'est-ce pas, des résultats. Nous attendons cela de pouvoir. Et nous sommes prêts à apporter notre partition parce que nous sommes des partenaires et on n'est pas des adversaires.
C'est dans ce sens-là qu'il faut nous regarder, ne pas nous regarder comme des chiens, un chien de faïence, des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond, alors qu'on veut aider à réussir. On veut voir le pouvoir du président Talon réussir. Ils sont vraiment réussis. Le pouvoir qui va suivre après aussi, on va travailler aussi si on est là. Ce qu'ils réussissent, on a aidé aussi le président Yahya Boni en faisant des observations, des critiques et tout. Et il a fait ce qu'il peut faire pour faire avancer les choses. C'est ça, on ne veut pas voir nos ministres échouer. Et qu'ils revoient les problèmes. Ils ont pris des engagements, tous ces ministres. Santé, ministre de l'enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur. Ils ont pris, n'est-ce pas, le ministre du Travail, de la fonction publique. On attend les actes qui doivent permettre aux gens le blocage, n'est-ce pas, des avancements. Il faut débloquer. Si on doit aller à 15, qu'on nous le permette. Moi, je suis bloqué, ça fait 4 ans que je suis à 11. Vous, personnellement? 4 ans. Je suis à 11. Je ne suis pas le seul. Les gens sont allés à la retraite. B1 11, B1, C 11. Mais ils sont à la retraite. Ils sont pénalisés parce qu'on leur calcule leur retraite avec l'échelon 11. Alors qu'ils ont déjà fait 12. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc il faut vraiment plus de justice dans notre République. D'accord. Voilà. Noël Chadaré, on va souhaiter que votre message ne soit pas dans les oreilles de sourds. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin. Avec vous ce dimanche, nous avons abordé un certain nombre de choses. Le dialogue social au Bénin, que vous estimez qu'il a de plomb dans l'aile, mais vous avez bien de revendications orientées à l'endroit du gouvernement et donc au ministre de tutelle, le ministre du Travail et de la fonction publique. On a également parlé des conditions de vie des travailleurs avec des avancées que vous souhaitez. On a épousé également l'actualité nationale. Le message est bien passé. Noël Chadaré, merci beaucoup. Franck Arounou, merci. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain, mais l'actualité se poursuit sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.